Bonsoir et bienvenue à cette conférence Egon Schiele, les couleurs de l'existence. Je suis Rick Serrano et on est ici au foyer européen de Luxembourg. Merci beaucoup d'être là. Je suis très content d'être ici ce soir avec vous. Je veux commencer, et si vous me permettez, par remercier Véronique Delhax et la section Histoire de l'art du Cercle culturel des institutions européennes. C'est vraiment pour moi un honneur et je suis ravi d'être là ce soir. Merci beaucoup de l'invitation et merci de l'introduction. Je suis très content d'être là. Et alors, pour ceux de vous qui ne me connaissent pas, moi j'ai fait beaucoup de conférences. On a fait dans les années dernières une série très importante qui s'appelait La philosophie pour tous. On a parlé de différents philosophes et de différents artistes aussi. On a fait des événements autour de la peinture, autour de la littérature, de la poésie. Et on va faire la semaine prochaine aussi une conférence très intéressante sur René Descartes. Vous êtes tous invités. Je vais vous donner plus de détails et j'ai un programme aussi qui va se développer pendant toute l'année 2024. Je vais aussi vous donner des informations à propos de ça. Mais ce soir, on va parler de Egon Schiele, ce génie de la peinture autrichienne, de la peinture mondiale, je dois dire. Et j'espère que vous allez bien aimer et la présentation. Et j'espère que ça va vous sembler intéressant. Et quand j'ai fait une conférence, ou plutôt quand j'ai fait une conversation, parce que ça c'est plutôt une conversation plus qu'une conférence, je commence toujours par donner les objectifs et je fais aussi un petit disclaimer. Donc, je commence toujours avec trois objectifs que j'ai toujours dans mes conférences et un petit disclaimer. Donc, le premier objectif, c'est de vous rapprocher à la philosophie et à l'art. Ça, c'est la première chose qui, pour moi, c'est important. La deuxième chose, c'est de vous montrer pourquoi c'est important, pourquoi la philosophie, pourquoi l'art, c'est important et pertinent dans votre vie aujourd'hui. Et le disclaimer, c'est très important. Et je dois dire que ça ne s'agit pas d'une conférence, d'une présentation académique. Donc, elle n'a pas les rigueurs académiques formelles d'une présentation comme vous pouvez entendre à l'université ou quelque part d'autre. Pourquoi? Parce que mon troisième objectif, et ça c'est le plus important, c'est de vous transmettre ma passion pour la philosophie et pour les arts en général. Ça c'est vraiment ce qui m'intéresse et ça ce que je vais essayer de faire ce soir, de vous transmettre ma passion pour cette, en ce cas pour la peinture de Egon Schiele. Alors, je dois dire aussi que je suis honoré d'être là, comme je disais, mais je suis aussi un peu dépassé. D'abord parce qu'il faut dire que c'est complètement impossible de tout couvrir dans une séance de 45 minutes. C'est impossible de vous raconter tout ce que c'est important, tout ce que c'est intéressant de la vie, de la production de Egon Schiele. Mais d'autre côté aussi, parce que naturellement, vous connaissez déjà le travail de Egon Schiele. Je suis absolument convaincu que vous avez vu plusieurs fois des tableaux de Schiele, que vous avez vu des dessins de Schiele, vous avez peut-être même vu des films à propos de Schiele, vous avez lu des livres à propos de Schiele. Et probablement vous connaissez les musées de Vienne, donc c'est pour ça que je dis je suis un peu dépassé. Parce que qu'est-ce que je peux vous dire qui soit de valeur pour vous qui connaît déjà le peinture, le travail de Egon Schiele. Donc, je dois dire que quand je parle, je ne fais pas, comme je disais, des conférences académiques, je fais plutôt une conversation interactive et je vais vous inviter à participer, je vais vous inviter à m'interrompre à n'importe quel moment
Et ça, c'est, comme je dis, une conversation parmi amis. Et je vous invite, en tout cas, de poser des questions si vous avez, de faire des commentaires si vous avez. Et moi, je vais vous poser des questions. Quand je vais faire la présentation, je vais vous poser des questions. Je vous invite à être courageux. Il n'y a pas, naturellement, il n'y a pas de réponse juste, réponse trompée, parce qu'on parle d'art. Donc, on a, ce n'est pas une science, c'est de la peinture. Donc, je vous invite à être courageux et à vous intéresser, à essayer à donner des réponses à les petites questions que je vais vous poser et en essayant de faire une conversation justement interactive. Donc, on va commencer. Donc, qu'est-ce que je peux vous raconter de Chili qui peut-être vous ne savez pas? Alors, normalement, quand je fais une présentation d'un philosophe, d'un peintre, d'un artiste, normalement, je commence avec des données biographiques. Je parle de la biographie, qu'est-ce qu'il a fait, des travaux, de l'éducation, de le développement, etc., etc. Et à la fin, je commence pour donner, à la fin, je finis par donner des informations à propos de l'héritage et l'influence qu'il a. Cette fois, comme je me suis dit, comme vous connaissez déjà Chile, j'ai décidé d'invertir l'ordre de la présentation et de vous parler justement au contraire, si ça peut vous intéresser. Je vais renverser la situation, donc je vous demande de me laisser commencer par la fin. C'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire, je vais commencer pour parler brièvement de l'héritage et de l'influence de Egon Schiele aujourd'hui et après, naturellement, sa mort. Donc, alors, on commence. Je vais vous partager un peu sur son héritage. Je commence pour dire que il y a un héritage important au niveau des films, au niveau de films, de cinéma, production cinématographique. Je commence pour vous conseiller beaucoup cet film excellent qui s'appelle Excess. En allemand, il s'appelle Excess, Kunst oder Pornographie. Je voudrais attirer votre attention à sous-titre du film. C'est un film avec Mathieu Carrière, excellente actuation de Mathieu Carrière, et s'appelle Excess, Kunst oder Pornographie, c'est-à-dire art ou pornographie. Comme vous savez, l'œuvre de Egon Schiele a toujours été polémique parce que ça touche la frontière entre la nullité artistique et ce que quelqu'un peut considérer, pour moi erronément, mais que quelqu'un peut considérer comme pornographie. Et c'est pour ça justement que ces films, que je vous conseille beaucoup, s'appellent comme ça. Vous pouvez le trouver dans la Bibliothèque nationale. Il est là à la bibliothèque à Kirchberg et naturellement sur Internet aussi. Un autre film que je peux vous conseiller s'appelle Chile in Prison de Alessandra Comini. Ça, c'est un peu plus comme une espèce de documentaire, mais c'est aussi très intéressant. Ça parle, comme le titre peut suggérer, ça parle de la période, de la brève période quand Chile a été emprisonné à cause de ce scandale de quoi on va parler tout de suite. Et donc ça, c'est aussi très intéressant à regarder. Ça s'appelle Chile in Prison, aussi trouvable à la Bibliothèque nationale. Et encore un film, très 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 bon film, j'aime bien, Death and the Maiden, Tod und das Mädchen en allemand. Donc, Mort et la fille, je pense qu'on peut traduire comme ça, de Dieter Brunner. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une production autrichienne luxembourgeoise. Donc, ça, je conseille beaucoup aussi de le regarder. Et ça, je suis pas sûr si c'est à la bibliothèque, mais je pense que oui. Et donc, ça, c'est héritage au niveau films. Héritage au niveau littérature.
je vous conseille, peut-être le plus important, c'est de Mario Vargas Llosa, Los Cuadernos de Don Rigoberto, c'est-à-dire The Notebooks of Don Rigoberto, les cahiers de Don Rigoberto. Et ça raconte l'histoire d'un homme qui a beaucoup de coïncidences avec l'histoire, la situation de Egon Schiele, donc ça c'est aussi très très intéressant. Los Cuadernos de Don Rigoberto. Encore un autre livre que je n'ai pas lu, je n'ai pas lu, mais ça a été très très conseillé, s'appelle Arrogance de Joanna Scott de 1990. Ça doit être aussi très intéressant, mais je confesse, je ne l'ai pas encore lu. Quoi d'autre? Alors, on commence. On a dit qu'on va faire une conférence plutôt interactive, donc je veux essayer de vous demander des choses. Je vous invite à essayer à deviner. Donc, Egon Schiele a beaucoup de fans. Moi, je suis un fan. Je pense que peut-être vous êtes aussi des fans. Mais il y a un fan en particulier qui est ou qui était son plus important fan. Est-ce que quelqu'un peut deviner qui c'était son fan numéro un? Si vous regardez le tableau, et on a ici dans la salle des reproductions très simples reproductions, mais seulement pour vous donner une idée, et surtout ce tableau-là peut vous donner un indice qui était le fan numéro un. On parle en particulier d'un artiste des années 90, oui, 70 plus ou moins, 80, 70 plus ou moins, qui était son fan numéro un. Alors, son fan numéro un était David Bowie. David Bowie, c'était vraiment très, très, très affectionné à la peinture de Egon Schiele. On trouve, si vous allez sur Google et vous tapez David Bowie et Egon Schiele, vous allez trouver une énormité de photographies où David Bowie pose comme Egon Schiele, il va se déguiser comme Egon Schiele, il va se mettre les cheveux comme Egon Schiele, il va créer le classique pompadour de Egon Schiele, les positions, les chemises avec, vous voyez, il y a toujours cette histoire de je veux être comme Egon Schiele de David Bowie. Il va dire que il y a eu une influence énorme dans sa musique. Et David Bowie est allé à vivre à Berlin dans une certaine période. Et là, il confesse qu'il a découvert la peinture de Schiele et il va dire que sa musique va être très influencée. Ici, vous voyez aussi encore de nouveau beaucoup de positions, beaucoup de gestures, les mains comme ça. Tout ça c'est une espèce de reconnaissance du génie de Schiele. Ça, c'est donc le fan numéro un. Je ne sais pas si quelqu'un le savait, mais ça, c'était le fan numéro un, David Bowie. Je me suis dit, ça, c'est une information que peut-être vous ne connaissez pas. C'est peut-être une information que ça peut être d'intérêt pour vous. Alors, quoi d'autre? Héritage sur la musique. Toujours avec David Bowie, même le album Lodger de David Bowie de 1979, ça a directement l'influence, vous voyez l'influence à nouveau de Egon Schiele. Donc on voit ici la influence sur la musique aussi. Donc on va continuer avec des informations que j'espère sont des informations intéressantes pour vous. Alors, son best-seller. Son best-seller, le tableau plus cher qui a été vendu au moins jusqu'à l'année dernière, c'était Maison aux linge coloré de 1914, qui a été vendu pour 40 millions de dollars. Et peut-être vous serez un peu surpris parce que ça ne n'agite pas d'une peinture de nudité ou d'une femme. Ça s'agit plutôt de maisons. Hein. Donc peut-être il y a quelqu'un qui va me dire oui mais c'est normal parce qu'en réalité
les peintures de maisons de Chili sont aussi très connues. En effet, je ne sais pas s'il y a s'il y a un architecte dans la salle, mais les architectes aiment bien Chili parce qu'il y a une très intéressante conception de l'architecture. Donc ça, je trouve, c'est une information intéressante. C'est le tableau le plus cher qui a été vendu de Chili. Encore une autre chose, je vais vous parler vraiment de la signature de Egon Schiele. La signature d'Egon Schiele, comme vous voyez, c'est très particulier pour moi. Il y a beaucoup de force, il y a beaucoup d'énergie. Vous voyez comment ici le lettre de la signature, la E, la S, la C, la L, la N, ça rappelle beaucoup sa manière de poser. Quand vous voyez les photos qui justement David Bowie adorait, ça donne aussi l'expression des mouvements. Vous voyez la S avec ce mouvement, la L. Mais en même temps, ils sont dedans, ils sont encastrés dans un carré. Donc ça, c'est fixe. Donc ça, cette sensation qui un peu, c'est une interprétation complètement, une interprétation à moi. La manière d'être dedans la boîte, je peux pas bouger, je suis un esprit libre, mais je suis encastré dans ces quatre murs, un peu bloqués, je peux pas faire tout ce que je voudrais faire. Alors, une pièce intéressante, je pense. Aussi très particulier de Chili, c'est l'utilisation de la couleur, naturellement. Et c'est pour ça qu'on appelle la conférence les couleurs de l'existence, parce que c'est avec cette couleur, et toute cette colorité, qui va donner l'énergie, qui va donner la personnalité, qui va donner l'enthousiasme de les figures de Chili. Et comme il n'y a pas de comparaison, au moins jusqu'à l'époque, il n'y avait avait pas cette force. Et ce sont des couleurs parfois innovatives, parfois un peu bizarre, parfois un peu pas c'est ce qu'on espère. On va avoir des couleurs un peu impossibles, un peu improbables. Donc il faut faire attention que c'est toute une palette de couleurs qui change beaucoup de l'époque et qui donne beaucoup l'expression. Naturellement, on parle de l'expressionnisme, donc qui nous montre le drama de l'existence. Alors, une autre chose que c'est très particulier à Chili, selon moi, ce sont les expressions. Il faut regarder comment les figures de Chili nous regardent ou comment elles regardent en général. Il y a beaucoup de force dans le regard. Et si vous voyez avec attention, vous allez voir qu'il y a parfois des figures qui sont présentes et en train de nous regarder avec beaucoup d'intensité. Et parfois, elles sont des figures qu'ils regardent à l'infini et ils sont complètement distantes, complètement loin, complètement absentes de l'endroit où ils sont faits. Vous voyez ici, vous savez les trois cas, comme je dis. La femme là, elle est toujours là, présente, en regardant avec intensité. Et elle, par contre, elle est loin et elle est pratiquement, elle peut être presque morte. Hein? Alors, il faut toujours penser aux artistes dans le cadre où ils se développent. Il faut penser naturellement à Chili qui va se développer dans le cadre de la Vienne du début du siècle dernier, où il y avait la sécession autrichienne. Il faut se rappeler que la sécession parlait dans son motto très clairement der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit, c'est-à-dire à chaque période de temps son art et à chaque art sa liberté. Donc c'est l'esprit de reconnaître que l'art se développe dans une certaine période de temps et pour cette période de temps et que aussi il faut avoir et reconnaître la liberté que chaque style d'art
a la possibilité et le droit d'avoir. C'est comme l'art a le droit d'avoir sa liberté. Et ça va être très très important si vous voulez comprendre Chile. C'est très important que vous tenez présente cette phrase parce qu'on parle du temps, de l'art et de la liberté. Et ça va être très clé pour le développement de la peinture de Chile. Alors, ici, vous voyez la photo classique de la sécession autrichienne avec Monsieur Klimt assis ici, comme vous voyez, toujours avec ses robes, type, c'est presque comme César, non? Comme Julius César, assis au milieu de la photo avec toute la force de Klimt et tous les personnages avec aussi cette combinaison entre élégance, arrogance et je m'en fiche, hein? Avec des formes, avec des postures un peu impossibles. On est en train de redéfinir l'art. On est en train de tout changer à Vienne. C'est ça justement de quoi il s'agit. Alors, si vous voulez entrer plus en matière, dans la matière, et si vous êtes intéressé à comprendre de plus sur l'art de Chile, je peux vous conseiller deux de mes conférences qui sont sur YouTube. La première s'appelle Splendeur et Grandeur. Vienna et sa magnificence pendant l'exposition universelle de 1873. Ça, on l'a fait l'année passée à l'ambassade autrichienne, ici, dans le cadre du festival Vienna à Luxembourg. Et aussi l'autre qui s'appelle The Limits of Our World, Discovering the Fascinating Thinking of Ludwig Wittgenstein. Si vous comprenez ces deux conférences, donc l'histoire de Chile, ça fait beaucoup plus de sens. Alors, maintenant, on a parlé beaucoup des informations un peu générales pour essayer de faire cette conversation plus intéressante, mais je dois quand même vous donner un peu d'informations bio. Donc, on va commencer. Très vite. Il est né le 12 juin 1890 à Tulln an der Donau, in Autriche. Et il va être le troisième d'une famille de 4 enfants. Ici, on voit Mélanie et Elvira. Et ici, naturellement, Chile. La plus petite qui s'appelait Gertie, elle n'est pas là, elle n'est pas sur la photo, mais elle va être très très importante pour la vie de Chile. Et ici, vous voyez, pour moi, cette photo, c'est très parlante. Et ici, vous voyez le petit Chile, comment il est complètement réflexif. Et en même temps, il observe, il nous regarde. Il regarde le monde depuis sa position, mais il regarde avec un peu ça peut un peu ennuyant, mais aussi un peu avec d'arrogance, un peu comme tout le reste, vous êtes de bêtes, vous ne comprenez pas ce que je comprends, vous ne regardez pas le monde comme je le regarde. Je suis là, ok, bof, je dois faire, mais moi j'ai mon propre avis, un peu ça. Et ça va lui accompagner un peu pendant toute sa vie. Et voilà les parents de Chile, ici la famille, les Chile. Donc c'était le père s'appelait Adolphe Chile et la mère Marie Sukop, c'était le nom avant d'être marié avec Chile. Et vous voyez ici, de nouveau, on a Elvira et Mélanie et Elvira. Et vous voyez que Chile, il est là. Toujours, vous voyez, il ne regarde pas la caméra. Il est là, mais il est toujours un peu d'ailleurs. Alors, quand il était petit, le père, il était un chef de la gare. Et il voulait que Chile, qu'il s'intéressait aussi pour les trains et pour travailler à la gare. Et le petit Chile, il était très intéressé au train, mais pour le dessiner. C'est ce qui l'intéressait, c'était de le dessiner. Ce dessin-là, il a fait à l'âge de 10 ans. Donc, vous voyez aussi déjà
déjà la capacité, voyez ce wagon-là avec la perfection, avec les lignes très très bien faites, et seulement avec 10 ans. Mais le père ne va pas aimer que le petit Chile passe tout le temps à dessiner. C'est ce qu'il veut, c'est qu'il s'intéresse pour la profession de chef de gare. En tout cas, le père va mourir, il va mourir de syphilis. Et donc, Chile va être éduqué plutôt par un autre tuteur et après par un oncle. L'oncle va être un peu plus flexible avec la passion de Chile pour les arts. Et il va lui accompagner, un peu lui aider à être accepté à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. En 1906, il est accepté à l'Académie. Vous voyez ici l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Il est accepté à l'âge de 16 ans, seulement à l'âge de 16 ans. Et là, il est le plus jeune jamais avait accepté à l'Académie. Donc, ça va être très prestigieux. On parle de Vienna du début du siècle dernier, donc c'est très important. Et ici, vous voyez les jeunes Chilais, à nouveau, avec les Pompadour, avec la personnalité. Je suis là, un peu réflexif, un peu timide, un peu fermé. Mais je regarde avec un peu de yeux critiques, donc oui. 1907, très important pour la carrière de Chile, il va rencontrer Klimt. Il va rencontrer Klimt. Klimt, on le connaît parfaitement, vous savez, Klimt, c'est une figure qu'on connaît, il est partout, il est dans les tasses, il est dans les cahiers, il y a des t-shirts, il y a de tout, non? Donc ici, je vous invite à essayer de me dire, donc deuxième question, quelle est la différence tous les deux, ils vont dessiner, ils vont faire des peintures de femmes. Mais quelle est la grande différence entre les femmes de Chile et les femmes de Klimt? Alors, naturellement, les femmes de Klimt sont des femmes parfaites, très élégantes, de l'aristocratie viennoise, avec des joyaux, avec des robes très élégantes, avec tout le style, hein, la fraîcheur, etc. Et toutes dorées, toutes décorées. Par contre, les femmes de Chile, mais vous les connaissez, on va les voir tout de suite. Alors, comme je disais d'abord, il faut avoir très présent que tout va se développer autour de la sécession viennaise. Donc, Klimt va lui inviter à devenir part de la sécession. La sécession avait une publication qui s'appelait Ver Sacrum. Et Chile va devenir partie de cette groupe artistique. Là, il va être exposé, il va connaître le art nouveau, le art déco, le Jugendstil. Non, il va être, c'est justement Klimt qui lui rapproche à toute ce type de mouvement qu'il y avait. C'est grâce à Klimt qu'il va connaître Munch, il va connaître Edvard Munch, il va connaître Van Gogh, etc. Donc ça, c'est l'éducation bien complétée par Klimt et les garçons de la sécession. Tout allait très bien, mais en 1909, il va partir, il va laisser l'académie et il va aussi partir un peu, pas complètement, mais un peu de la sécession et il va créer ce qui s'appelle le Neue Kunstgruppe. Neue Kunstgruppe, naturellement, comme la parole peut suggérer, donc les groupes d'art, les nouveaux groupes d'art, là, il va commencer à développer son propre style. Vous voyez ici l'affiche de Neue Kunstgruppe de décembre de 1909. Et là, il va travailler avec Kokoschka, Oskar Kokoschka et aussi avec Max Oppenheimer. Et
il va avoir son premier solo show, donc sa première exposition où il participe tout seul. Et il va commencer je dois vous dire que cette photo, ce tableau, pardon, c'est peut-être le seul tableau de Chile qu'il va faire de lui-même, avec un robe avec des vêtements élégants. Et c'est justement pour ça que la Fondation Louis Vuitton à Paris va choisir ce tableau pour faire l'invitation à l'exposition qu'ils ont fait l'année dernière. Et en 1910, il commence à faire des peintures et des dessins de nudité. Et ça va créer le vrai Chile, le Chile qu'on aime bien aujourd'hui, le Chile qu'on admire aujourd'hui, parce qu'à la fin, c'est le Chile des peintures et des dessins de la nudité qui montrent toute la force et qui vont créer une nouvelle nudité. C'est ce que je dis. Il va découvrir une autre façon, une autre manière de regarder le corps humain. Il va regarder la figure et surtout la figure féminine d'une autre façon. Et je vous amène cette photo ici, c'était justement fait à la Fondation Louis Vuitton. Et je pense que c'est très important cette photo, c'est très parlante parce que c'est une femme qui regarde une autre femme nude. Et je pense que je dis toujours que après Chile, avec Chile, on a une avant et une après de la peinture de nudité. La manière de faire nudité avant Chile, c'était complètement d'une autre. C'était complètement plus orienté à la beauté esthétique, à la beauté, si vous voulez, à une sensualité délicate, à un érotisme, mais toujours délicat, toujours avec des beautés. Par contre, chez Chile, c'est beaucoup d'érotisme aussi, mais c'est un érotisme plus fort, plus crude, plus dur, plus évident, si vous voulez. Alors, on le voit dans presque chaque peinture, ça, elle a fait avec les Neukunstgruppe. Pourquoi je dis que c'est différent? Alors, c'est différent pour moi parce que vous voyez qu'ici, il n'y a pas les couleurs de la beauté, de la nudité avant Chile, donc le beige, les rosas, les couleurs délicates. Ici, on voit le vert, on voit l'orange, on voit le violet, on voit des corps pas parfaits. Donc, ça, c'est important chez Chile. Ce n'est pas la perfection qu'on cherche. On cherche pas la beauté, on cherche la réalité, on cherche l'expression. On veut montrer avec beaucoup d'expression, c'est pour ça qu'on appelle le mouvement l'expressionnisme. On veut montrer la crudité de les formes du corps et naturellement, on va mettre beaucoup de mouvements. Le mouvement est toujours là. Voyez cette peinture ici, même si la femme il est fixe, il bouge pas, mais son corps avec toutes les lignes, il y a en réalité il y a de mouvement. Vous voyez les épaules, les bras, le sang, l'épaule, non? Il y a un mouvement qui s'est réussi avec peu de lignes et avec beaucoup des éléments de couleur comme je disais d'abord improbables. Alors, après, ici, vous pouvez voir aussi le dessin, la force de Chile, en toute expression, mouvement, volume, couleur, force, nudité. Et de nouveau, des couleurs pas fréquentes, donc vous voyez surtout le vert, l'orange, le rouge, le violet, donc il y a des couleurs. Et voyez aussi comment il sépare le dessin et la peinture complètement en combinaison avec le drap, le sol et la figure de la femme, non?
Et ça a un mouvement impressionnant, selon moi. Non? Voyez ici cette peinture, même histoire. Non? On a des couleurs improbables, d'orange, de rouge, de vert, non? Et on a beaucoup de volume, et de nouveau avec peu de lignes qui définissent tout ce qu'il faut savoir pour avoir une parfaite impression de tableau de Chile. La nudité de Chile, c'est fréquemment une nudité pas agréable à voir. Donc, on parle pas d'une nudité comme, je sais pas, chez Murillo, par exemple. Ici, on parle d'une nudité crude, plein de réalisme, beaucoup de, presque comme des animaux, pas humain, un peu fort entre un animal et un humain et un être bizarre, pas nécessairement agréable. Parfois, on voit aussi des figures parfaites qui, avec peu de lignes, vous voyez, seulement un trait, seulement une ligne, et j'ai parfait défini le dessin. Donc ça, je pense, c'est très, très important, très intéressant, très beau. On a fréquemment l'utilisation des lignes, des couleurs, des expressions qui regardent loin. Hein, vous voyez ici. Et on a beaucoup de mouvements et des positions improbables aussi. De nouveau, ce concept que je disais d'abord, avec une ligne, seulement j'ai fait une ligne et vous savez parfaitement la dimension, même le poids. Vous sentez ici la cuisse la jambe, non? Vous pouvez sentir vraiment le poids qu'on a. Alors, encore une information importante, en 1911, Schiller va rencontrer Walburga Neuzil, alias Wally. Alors Wally va être la femme qui va adorer Chile, et Chile va l'aimer aussi, mais dans une autre façon, pas tellement. Enfin, Chile, je pense, il n'aimait pas personne vraiment. Il aimait la peinture, mais il n'aimait pas réellement des personnes. Mais en tout cas, ici, on voit Wally avec ses couleurs incroyables, avec un orange incroyablement incroyable et avec toute la force. Ça, c'est justement la femme qui va tout changer pour Chile. Et, elle était une modèle de Klimt, donc elle va la découvrir une fois quand il va à l'atelier à l'atelier de Klimt, et il arrive et Wally, elle est là, et il va devenir très intéressé. Je ne sais pas si on peut dire amoureux, mais au moins très très intéressé. Il va avoir une relation très passionnelle avec elle. Elle aussi. Et en effet, je dirais qu'elle beaucoup plus que lui. Mais ça va finir parce que Chile va faire un mariage de convenience. Il va marier et il va épouser une femme aristocratique avec beaucoup d'argent, et il va laisser Wally. Quand il laisse Wally, ça c'est un coup très fort pour tous, et pour tous les deux. Et il va créer cet tableau très 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 important qui s'appelle en allemand Tod und das Mädchen, justement comme le film. Donc la mort et la fille. Et la mort, c'est la mort pour lui. Même si c'est lui qui décide de la quitter, même si c'est lui qui décide de la laisser, c'est lui qui va se déclarer comme mort à cause de cette séparation. Et la Wally, elle va avoir un coup de cœur terrible, elle va souffrir beaucoup. Mais Chile, quand Chile va lui communiquer qu'il va se marier, on va parler de ça tout de suite. Alors, mais avant de parler de la séparation, il faut parler de l'incident de Neulengbach, 1912. 1912, il quitte Vienne
pour aller à vivre au village de Neulengbach, dans les montagnes autrichiennes. Neulengbach, c'était près du pays natal de la mer de Chili. Et ils vont s'établir là. Et il va commencer à faire beaucoup de peintures et naturellement beaucoup de peintures de nudité. Et il va avoir des visites chez lui, de jeunes filles, même des enfants, même de très jeunes filles, très jeunes enfants. Et donc, ça va commencer à donner à quoi parler. Donc, tout le village va commencer à créer des commentaires à propos de ça. Il y a cette peintre un peu fou qui s'appelle Chile. Et les jeunes filles, ils vont chez lui pour poser, pour faire des modèles. Et vous voyez, la morale, ça va pas, ça va pas. Et il va créer beaucoup dans cette période-là, mais vous voyez quel type de peinture. Donc ça va naturellement provoquer un scandale au moment que... Alors, l'incident de Neulengbach s'agit de ça. Alors, il y a une fille qui va demander Chile et Wally de l'accompagner à Vienne, en théorie, pour trouver sa grand-mère. Et elle arrive à convaincre Chile et la Wally de l'amener à Vienne. Donc, ils partent du village. Et il retourne, je pense, le lendemain ou deux jours après. Et le père, naturellement, le parent de la fille, quand ils réalisent elle n'est plus là à Neulengbach, ils vont dénoncer Chile et il va être accusé il va être accusé de enlèvement et de séduction. Donc la police va lui prendre et il va être à prison. Et il va entrer à prison. Il va être là pendant 21 jours. Très fort pour lui. Et ça va être un choc, un complet choc pour Chile. Il va perdre complètement la capacité de dessiner, de peindre avec couleur, avec des vies. Toute l'expression, c'est mort. Et il va nous montrer seulement des dessins très durs où il y a presque pas de couleur. Ici, quelqu'un va lui donner une mandarine. Il va dire que la mandarine, c'est le seul petit pièce de couleur qu'il va voir dans un monde complètement gris. Il va se présenter comme Saint Sébastien, traversé par les flèches, traversé par les douleurs. Vous voyez, la main, c'est comme la main de Christ, presque avec les clous. Donc, ça va montrer toute la douleur, toute la passion toute la souffrance qu'il va sentir pendant ces jours-là. Alors, vous voyez ici la chaise qui tombe. Donc la chaise, par définition, c'est une chose qui sert pour nous appuyer. Ici, c'est la chaise qui tombe. Et ici, vous voyez Chile complètement détruit. Non, il y a plus les chevaux, il y a plus le pompadour, il y a plus le regard fort et arrogant. Non, il y a une espèce de presque un cadavre. Il y a rien à voir avec le Chili qu'on connaît. Il y a pas de couleur, il y a pas de vert, il y a pas d'orange, il y a pas de jaune. Tout est gris et c'était la mort. Mais c'était quoi la mort? C'était pas pour le fait d'être emprisonné. Ça, naturellement, a un impact, mais c'est pas pour ça. En réalité, c'est parce que quand il a été pris, il était accusé d'enlèvement et de séduction. Il va être emprisonné, mais il va être jugé. Ça, c'est le pire. Parce qu'il va être jugé et ils vont décider que, ok, il peut pas être accusé ni d'enlèvement, ni de séduction, mais oui, de immoralité. Et pour immoralité, il va passer seulement 3 jours de plus en prison, donc en total 24 jours. C'est pas beaucoup. Mais il va avoir une punition. La punition, c'est très, très important. C'est
peut être plus important que le temps en prison. La punition s'agit de brûler un de ses dessins devant le crucifix. Donc, on va à brûler. Quand ça lui arrive de dire tu es immoral et on va brûler ton dessin plus érotique devant le crucifix, pour lui, ça c'est la destruction totale. Parce que ça, vous vous rappelez que c'était le père qui avait cassé le cahier de train, alors ça va être répété. Et surtout, il va être jugé moralement pour une chose que c'est artistique. Et il va se fâcher complètement et il va dire et il va répéter une phrase qui était, ça c'est pas juste, ça c'est une grande erreur. Ich bin ein Kunstmaler, va-t-il dire. Je suis un peintre artiste. Je suis un peintre artiste. Ich bin ein Kunstmaler. Vous êtes bête si vous jugez mon art avec la moralité. Ça n'a rien à voir avec la moralité. Je suis un peintre. En tout cas, ça va finir comme ça. 24 jours après, il est parti. Après, il rentre à Vienne. Quand il va rentrer à Vienne, 1914, il va rencontrer Edith Harms. Et c'est avec Edith Harms qu'il va décider de se marier. C'est un mariage pour convenience, naturellement. Edith Harms avait beaucoup d'argent. Mais vous voyez, ça c'est Edith Harms. Il n'y a rien à voir avec Wally. Il n'y a rien à voir avec les femmes qu'il aime, donc les femmes érotiques, les femmes sensuelles qu'il aime. Non, ça va être complètement presque pour s'ennuyer. Vous voyez aussi les robes, vous voyez les vêtements, c'est tout gris. Il y a pas de passion, il n'y a pas de rien. Mais il avait négocié, c'est important à dire. Chile, il avait négocié avec Edith Harms, qui, ok, et il voulait il voulait se marier avec elle, oui, mais il avait négocié d'avoir 4 semaines toutes les étés de vacances toute seule, entre parenthèses, avec Wally. Et il va dire ça à Wally, mais naturellement Wally va se fâcher complètement, il va dire non, je n'accepte pas ça. Elle va disparaître, elle va partir de Vienne et elle va lui quitter naturellement, ou elle l'avait déjà quitté. Et ils vont se voir jamais plus. Hein, ça, c'était la fin de Wally. Donc, il va être marié avec Edith Harms pour argent. Mais en 1914, il va rencontrer aussi Adele Harms, c'est-à-dire la sœur de Edith. Et ça, c'est Adele. Donc, vous voyez tout de suite qu'on parle de complètement une autre histoire. Non? En 1915, Chile va être envoyé à la Première Guerre mondiale. Il va être envoyé à Prague. Et là, il va garder des prisonniers russes. Et il va devenir même ami des prisonniers russes. Il va le dessiner, il va créer, etc. 6 février 1918, Klim meurt. Et ça va laisser la place et ça va à créer l'espace pour que Chile devienne le plus important peintre de la Vienne de début du siècle dernier. Chile va exposer toute seule à la sécession en 1918. Regardez la fiche qu'il va créer pour cette exposition. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Ça nous rappelle naturellement la dernière... ça nous rappelle naturellement le dernier souper de Leonardo da Vinci, ou le dernier souper de n'importe qui. Non, donc c'est ça, c'est mon tour de me pouvoir asseoir à la dernière souper. Donc je deviens le Christ. Donc Klimt est mort, moi je deviens le plus important. Hein? Donc ça va être comme ça. 31 octobre 1918, Chile meurt. Il y a comme ça appelée la fièvre espagnole. Avant Edith Harms, elle meurt et après il va mourir. Quand il se rend compte qu'il va mourir, il va dire cette phrase-là. Der Krieg ist aus und ich muss gehen. Meine Gemälde sollen in alle Museen der Welt gezeigt werden. C'est-à-dire, la guerre est finie et je dois partir, donc je dois mourir.
Mes peintures seront exposées dans tous les musées du monde. Et comme ça, vous les connaissez. Ils sont partout dans le monde. Leopoldsmuseum à Vienne, c'est naturellement le plus important, où il y a la meilleure quantité de tableaux de Schiele. Seulement pour vous dire une chose, il a beaucoup créé pendant sa vie, sa courte vie. Il a eu une existence assez courte. Il a créé 340 peintures, 2800 dessins, et tout ça en presque seulement 12 ans. Parce qu'il a commencé à l'âge de 16 ans à l'académie et il est mort à 28. Donc, si vous calculez, ça veut dire 28 peintures par an, 233 dessins par an, c'est beaucoup, surtout si vous considérez qu'il faut la modèle. Alors, maintenant, on va parler tout vite de art. Donc, on va parler de la peinture, on parle plus de la biographie de Schiele, on va parler de l'art. Alors, je veux vous parler tout vite de quelques éléments. Donc, Schiele, les couples de Schiele. Les couples de Schiele sont très caractéristiques parce qu'ils ont la force, je vais vous montrer ici, de être très ensemble, donc très engagés l'un avec l'autre. Voyez? Mais qu'est-ce que vous voyez encore ici? Il y a une chose encore à voir. Pour moi, c'est ce que c'est très important, c'est le regard qu'ils ont. Le regard, c'est presque avec de désespération, ils sont avec angoisse, ils sont trop engagés, non? Alors, les femmes enceintes de Chili sont aussi très connues parce qu'elles montrent des couleurs un peu bizarres. Vous direz, mais ça, c'est pas juste. Et c'est ici qu'il faut vraiment faire attention à la capacité de Chili. C'est une énorme capacité. Vous pouvez dire, non, mais ça, c'est pas juste. Non, la peau, ce n'est pas comme ça. Attention, parce que c'est justement, la peau, c'est justement comme ça. Donc, Schiele, il connaît son anatomie très bien et il va reproduire ça. Et à propos de la femme enceinte, il va aussi la montrer comme, justement, sur le crucifix. Donc, c'est l'effort, la difficulté de devenir mère. Voyez les couleurs, le vert dans le visage, dans le ventre aussi, non? Et la famille de Schiele, la famille, c'est-à-dire, ce n'est pas son vraie famille, c'est un tableau très important, que moi, personnellement, je n'aime pas beaucoup, mais c'est très important parce que on ne sait pas de quelle femme on parle. Ça, ce n'est pas Edith Ram, ça, ce n'est pas Wally, ça, c'est quelqu'un d'autre. Mais il faut, et l'enfant de Schiele, il n'était jamais né parce qu'il est mort quand il était dedans la mer à l'âge de, je crois, 10 mois, qu'elle a pris la fièvre espagnole aussi. Donc, d'abord, c'est la mère avec l'enfant qui meurt et 3 jours plus tard, Schiele, il meurt. Et donc, mais ce tableau, c'est très important au niveau de la peinture de Schiele. Alors, je parle tout de vite de les lignes de Schiele. Les lignes de Schiele, il va faire des dessins avec eux. Je passe tout de vite. Je fais des lignes avec précision, avec fluidité et avec vitesse. Et avec peu de lignes, je vais te montrer toute l'expression que j'ai de quelqu'un, que j'ai d'une personne, avec peu de lignes. Ça, c'est la maîtrise de Schiele. Les marionnettes de Schiele. Alors, les marionnettes de Schiele, c'est un peu une continuation, c'est ce que j'ai parlé avant, quand j'ai parlé des couples de Schiele. Je les appelle les marionnettes parce que ce sont des couples où quelqu'un, ou tous les deux, comme ici, ils regardent ils regardent ailleurs. Ils sont pas là. Ou parfois, ils sont presque comme des figures mortes, non? Comme je disais avant. Ils sont très loin. Regardez cette femme. Ils sont là en train de faire l'amour, mais elle est à 1000 milles d'ici. Alors, les visages sont aussi très importants. Il y a qui disent que Schiele est le peintre de selfies, et en réalité, c'est vrai, il y a beaucoup de peintures. Ça, on a essayé de le reproduire, vous voyez ici. Il y a toute la force de Schiele, toute la force avec cette expression de moi, je sais de quoi il s'agit, toi non. Moi, j'ai cette capacité, toi non. Moi, j'ai cette pompadour énorme dans ma tête,
Toi, non. Avec toute l'arrogance, vous voyez, je m'en fiche du monde. Je suis à un autre niveau. Je roule dans un autre niveau. Regardez ici. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous dit? Je vous invite à réfléchir. Quelle impression vous avez? Alors ici, il y a l'idée de tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien du monde. Tu n'as rien compris de ma peinture. Ça, c'est une réclamation. Toi, tu veux brûler mon dessin devant le crucifix, mais tu n'as rien compris. Ich bin ein Kunstmaler. Alors, Chile et les volumes, ça on a déjà parlé un peu, mais comme je disais d'abord, avec peu de lignes, je donne beaucoup de volume. Regardez ici la cuisse, non? Regardez ici la cuisse. Je passe tout vite. Regardez ici comment ça s'appelle? Le bas, pardon, le bas, non, avec une ligne seulement, j'ai la parfaite texture des bas, et avec une ligne, j'ai le volume complètement bien dessiné. Ici, cette photo d'Adèle qu'on avait déjà vue, vous voyez comment l'épaule, les bras, la main, il y a une ligne avec beaucoup de volume, la luminosité incroyable. La couleur et l'existence. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans le corps, il y a des couleurs improbables, comme on disait d'abord. Le vert, l'orange, le rouge, le violet, le bleu, même le bleu. Non, vous direz, mais pourquoi cette couleur-là, le rouge dans le nez, comme ça? Rouge dans le nez, rouge dans les yeux, les mains avec du rouge, mais c'est ça. Et ici aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait voir ça? Et les yeux? Voyez les yeux? Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi Chile, il utilise cette couleur? Pourquoi? Alors, je vais vous montrer pourquoi. Parce que la peau et le corps humain, c'est comme ça. On a des imperfections, on a des couleurs improbables. Donc, ce n'est pas le perfectionnisme de la peinture avant Chile, de la nudité avant Chile. Non, c'est la réalité du corps humain avec des défauts, avec des imperfections. La peau, c'est très clair. Vous voyez, je vous parlais de la peau qui avait des verts, des rouges, des roses, des couleurs pas normales. Alors, ça, c'est pourquoi? Ça, c'est parce que la peau humaine, c'est comme ça. Voyez cette photo? Voyez cette photo? Ça, c'est Durel. Là, vous savez, le vert. Voyez cette jambe-là. Aussi, il y a les varices violettes. Vous voyez? Ce sont des couleurs que Chile, il regarde et il va le peindre tels qu'ils sont. Les mains. Voyez, les mains avec la musculature et les doigts comme ça. Alors, il va faire ça, ouais, avec mouvement, sa bouche, non? Alors, mais qu'est-ce que vous voyez ici? Justement, les mouvements. Justement, peu de lignes qui nous montrent toute la force. Vous voyez, c'est presque préhistorique. Vous voyez, c'est presque comme des animaux. Vous voyez cette main-là? Vous pouvez me dire, mais ça, c'est pas juste. Alors, on va voir. Les mains humaines sont comme ça, justement. Donc, il connaît très, très bien l'anatomie. Et de plus, vous voyez, là, alors, c'est presque comme, vous voyez, presque comme le pied d'un poulet, la cuisse d'un poulet, non? C'est ça, vous voyez la main, la main, la main, la main. C'est justement ce qu'on voit dans la réalité. Hein, vous voyez, regardez, c'est justement ça, c'est justement ça, c'est juste ça. Et comme je disais, les figures qu'ils font sont presque comme des animaux préhistoriques. Vous voyez ce genre, non? C'est vraiment étonnant. Alors, pour conclure, un commentaire sur nos reproductions que vous voyez ici. On a essayé de faire des reproductions de gilets, surtout pour essayer de comprendre comment ils sont faits, essayer de pratiquer, même si c'est presque impossible naturellement de copier. On n'essaie pas de copier, on essaie de pratiquer, on essaie de voir. Voilà. Avant de terminer et de répondre à vos questions, je remercie encore Véronique Delhax et son équipe et je vous invite, comme je disais avant, à la prochaine conférence, je pense donc je suis, et le cycle de conférences qu'on commence la semaine prochaine. Merci beaucoup et avec ça, je vous remercie et je prends vos opinions. Comme toujours, je vous invite à regarder mon canal YouTube. Mes vidéos sont tous là et je vous remercie, Rick Serrano.
avec Egon Schiele, Les couleurs de l'existence. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.